Vous avez lancé, vous, le Front National, nos communes sans migrants. Vous avez le sentiment, comme on dit, que ça va prendre, ou que même chez vos électeurs, et là je m'adresse à ceux qui votent pour le Front National, est-ce que vos électeurs n'ont pas du cœur, une générosité, et finalement ont intégré eux-mêmes cette tradition française de l'accueil? Nos électeurs, comme tous les Français, ont beaucoup de cœur. Mais ils voient, et peut-être encore plus que d'autres, parce qu'ils sont souvent issus des milieux classe moyenne, classe populaire, la grande souffrance déjà économique et sociale de notre pays. Je rappelle que nous sommes dans un pays qui a connu le mois dernier 50 000 chômeurs de plus, qui connaît près de 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Et malheureusement, la situation ne cesse de se dégrader. Donc nos électeurs, comme tous les Français, vivent cette situation extrêmement dure. Et ils vivent. On peut pas dire que, je vois le titre de l'émission, l'égoïsme européen. On peut pas dire que l'Europe. Pour l'interrogation. Hein. Oui, pour l'interrogation. Ouais. On peut pas dire que l'Europe et la France aient été égoïstes en matière d'immigration depuis 40 ans, puisque nous sommes la zone du monde probablement qui en a reçu le plus, puisqu'on parle d'une vague migratoire supplémentaire. Mais à côté de ça. Des hommes qui fuient la guerre. À côté de cela, l'an dernier, la France a encore une fois distribué 212 000 titres de séjour au titre de l'immigration légale. Il y a eu une autre immigration clandestine en plus de l'immigration dont on parle ici. L'asile va atteindre les 100 000 demandeurs d'asile cette année probablement dans notre pays. On avait atteint les 1 million l'an dernier en Allemagne. Donc, je veux dire, je crois qu'on peut pas faire ce procès aux Français. Voilà. Vous n'êtes pas généreux? Non, je crois qu'on peut pas le faire, ce procès aux Français. Nous sommes un pays qui a accueilli énormément d'immigration. Alors, il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand on expliquait que ça allait peut-être poser problème en termes économiques, sociaux, en termes de comptes sociaux, en termes d'intégration, de communautarisme, et peut-être même pire, on nous expliquait que non, nous surfions sur les peurs, etc. Puis entre-temps, je crois que l'opinion publique a largement évolué, sous le poids, malheureusement, d'une réalité qui s'est dégradée. Oui et non, quand on voit certaines communes, elle a plus ou moins évolué. Non, aujourd'hui, vous avez 11% des Français qui disent que l'immigration est positive. 11%. Vous avez, je prends le dernier sondage de Ipsos, là, fin août, ça a un impact négatif sur les services publics à 60%. Ça a un impact, il y a trop d'immigrés en France, 57%, etc. Donc, je veux dire, je pense que la situation, moi, j'ai vu d'autres communes. Moi, je suis élu de l'Est. Vous de migrants ni de réfugiés, vous parlez d'immigration. Non, mais c'est de l'immigration. Oui, l'immigration, c'est les mouvements migratoires. Mais je veux dire, moi, je suis allé aussi dans d'autres communes. Je suis allé en Moselle, où je suis élu à Harry, un petit village qui a accueilli déjà fin 2015 des migrants. Je peux vous dire que j'ai pas du tout. Alors, on voit des reportages idylliques, mais moi, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai vu énormément d'habitants à qui on n'avait pas demandé leur avis, qui n'étaient pas au courant, qui apprennent que 50 à 60 personnes arrivent dans leur commune. Moi, je pense que le plus simple, c'est de faire des référendums dans ces communes. On verra bien. À quoi servent les élus? Ils sont élus, attendez, ils ont la légitimité. N'oubliez pas, monsieur, que le référendum, c'est l'article 3 de notre Constitution. Il dit la souveraineté nationale, elle s'exerce par les représentants et par la voie du référendum. C'est écrit dans la Constitution. Oui, faut pas l'oublier. Attendez, je donne la parole. Quand il y a un doute, quand il y a un débat, et il y a un débat, vous avez vu comme moi les manifestations à Louvciennes l'autre jour, 1000 personnes, etc. Le plus simple, c'est d'en revenir au peuple. C'est d'en revenir au peuple et de demander au peuple son. On est égoïste ou pas? Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les dirigeants français sont un peu embarrassés? Comment vous voyez les choses, vous, Arnaud Richard? Écoutez, je crois qu'il serait temps que la France se parle à elle-même sur ce sujet. D'avoir un vrai discours de vérité, sans anathème, sans amalgame, comme le fait M. Philippot, sans généralisation. Évidemment, c'est difficile. C'est difficile d'accueillir des gens qui viennent des quatre coins du monde, monsieur l'a fait dans sa ville, des gens qui sont des hors-saints, qu'on vous impose souvent par l'État, mais c'est l'honneur et le devoir de la France. La question ne se pose même pas, monsieur. La question ne se pose même pas. Qu'ont fait les pays à la Deuxième Guerre mondiale? On se pose ce genre de questions? On en vient à se poser ce genre de questions? Mais c'est une honte de se poser ce genre de questions, monsieur Philippot. Voilà, c'est une honte. Vous êtes UDI, c'est ça? Élu UDI. La question ne se pose pas en ces termes. La question dans les assemblées où vous siégez avec l'UMP, la question se pose. La question se pose officiellement, normalement, pour l'UDI. Donc vous êtes peut-être en dissidence avec votre propre parti, mais il se trouve que la question se pose. La question se pose dans le respect des droits humains, monsieur Philippot. Voilà. Si vous vous posez la question de faut-il accueillir des gens qui sont en demande d'asile parce que leur pays est en guerre, moi, je pense qu'il faut que vous posiez la question de savoir si vous êtes démocrate ou non. Réponse Laurent Philippot. C'est une question autour de la démocratie et de la générosité. Bien sûr. Les Français ont du cœur, on vient de l'entendre, et vos électeurs en ont probablement, au-delà de cette campagne que vous menez sur ces communes sans migrants. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils vous disent, mais moi je peux pas laisser quelqu'un dans la souffrance, il a quitté son pays parce qu'il est en guerre, l'Afghanistan, la Corne d'Afrique. Comment vous faites? On érige des murs? Comment on fait concrètement? Écoutez, moi je pense qu'il faut sortir de ces postures morales si on veut
s'aveugler, ne pas voir le problème de l'immigration massive en France, on peut continuer comme ça. Pas de problème. Je veux dire, on peut continuer de dire que tout se passe très bien, que c'est formidable, c'est juste une question de cœur. Moi, je dis les seuls dirigeants égoïstes, c'est vrai que vous avez raison, les seuls dirigeants égoïstes que je connaisse, c'est ceux qui vous expliquent, ce qui n'est pas notre cas, à longueur de plateau et de journée, qu'il faut accueillir des migrants et qui n'en prennent pas leur part. Il faut les accueillir, mais dans les quartiers des autres, pour les Français qui, eux, vivront les centres d'accueil de demandeurs d'asile, qui, eux, vivront les hôtels dans lesquels des migrants arrivent, etc., etc. Mais ce sont pas les ministres qui vous font des leçons, et les autres qui les vivront et qui en accueilleront chez eux. Ça, jamais. Donc là, effectivement, il y a un égoïsme, mais il faut être cohérent avec soi-même. Moi, je considère que l'immigration massive est un problème monumental dans notre pays. Et je suis démocrate, monsieur, je le suis tellement que je suis le seul sur ce plateau à demander un référendum, c'est-à-dire à respecter notre constitution républicaine, à demander un référendum, à demander même des référendums locaux dans les communes, même consultatifs. Les élus qui font le choix de l'accepter. Mais respectez le peuple, monsieur. De quoi avez-vous peur? Si vous êtes sûr de votre fait, si vous estimez qu'effectivement les Français ont plus de cœur que moi, mais ils vous suivront dans les référendums et je me tairai, je respecterai, contrairement à M. Sarkozy, je respecterai le choix des référendums et des Français. C'est pas la question, M. Philippot. On peut Chacun son tour. Votre question et Jean-Jacques Thomas. Quelle est votre question? Allez-y. C'est simple. Si on le fait au niveau national, alors allez-y, comme l'a fait la Hongrie, on peut demander si la France accepte les quotas de migrants définis par l'Union européenne. De réfugiés, je suis désolé, de réfugiés. Non, réfugiés, c'est si votre dossier a été accepté après une procédure. Ou réfugiés. Il s'agit de ça pour les 75% de taux de protection permettent de partir beaucoup dans de clandestins d'ailleurs, etc. Alors il y a l'immigration légale et l'immigration clandestine. Et pour le reste, donc soit les Français disent oui, formidable, soit ils disent non. Et moi, je pense qu'ils diront non. Ça n'a pas marché en Hongrie. je pense qu'ils diraient oui. En Hongrie, ça n'a pas marché. Ils ont dit non à 98,3%, mais ils n'ont pas sauf qu'ils n'ont pas atteint le quorum leur propre quorum constitutionnel. Bon, ça, ce sont leurs règles. Mais en France, il n'y a pas de quorum. Mais c'est référendum local. Dans notre commune, il est prévu que nous accueillions demain, je sais pas, 15 familles, 40 familles, 6 familles, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas? Et soit les habitants disent oui et on les accueille, soit ils disent non. Mais je vois pas en quoi le peuple vous fait peur. Et surtout, je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas voir la réalité. J'ai pas inventé la pression économique et sociale de l'immigration. C'est pas moi qui ai inventé les emplois à 80 centimes de l'heure en Allemagne réservés aux migrants. 80 centimes de l'heure, c'est de l'esclavage. Exactement, allez-y. Oui, parce que cette histoire de la peur. Là, Florent Philippot lance un débat et on va l'avoir sur l'enjeu économique de ces migrants parce qu'il y a des rapports. Moi, je dis que cette vague est voulue par le grand patronat. L'histoire de la peur, on la connaît. C'est en 1936-39, on nous disait, vous vous rendez compte, les réfugiés espagnols, dans leurs valises, il y a forcément des communistes, vous vous rendez compte, des anarchistes, c'est terrifiant. Et puis en 62, on a dit, mais les harkis, surtout pas, parce que vous imaginez, il y a peut-être des gens du FLN dedans, etc. Alors, les Belges, les Polonais, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte, parce que moi, je veux bien qu'on donne des leçons. Je veux bien qu'on. Je fais pas de leçons, moi, je dis je regarde la réalité. Qu'on nous dise, mais vous êtes en train de sortir une charte, ma ville sans migrants. D'accord. Je l'évoquais tout à l'heure. Commune sans migrants. Oui, d'accord. Très bien. Donc, nous n'avons pas été élus pour mettre des centres de demandeurs d'asile partout. Allez au bout. Sauf que, à Villers-Cotterêts, ville que vous connaissez, qui est dirigée par un élu du Front National. Oui, Franck Briffaut. Franck Briffaut. Eh bien, vous avez 42 migrants. Il n'a pas le choix. Et vous avez, oui, mais alors, soit votre charte ne sert à rien, soit elle est inopérante. Elle fait le débat, manifestement. Soit, effectivement, il y a un risque. Et à Villers-Cotterêts, apparemment, les gens peuvent encore sortir seuls le soir. Il n'y a pas eu de crime. Les 42 migrants n'ont violé, n'ont tué personne. Donc c'est chez vous, pas dans n'importe quelle autre ville socialiste, UDI, etc. Eh bien, oui, mais vous avez à Villers-Cotterêts des migrants qui sont là, vous avez des réfugiés de guerre, vous avez des gens qui vivent, parce que quand on voit aussi à Calais, quand on voit à Calais des petits garçons, des petites filles de 6-7 ans qui viennent d'Érythrée, qui viennent de Syrie, qui sont abandonnés, on les laisse comme ça? Qui fuient la pauvreté d'ailleurs. On les laisse comme ça? Monsieur. Non mais regardez-moi, on les laisse comme ça? Monsieur, est-ce que on les laisse comme ça? Vous êtes allé à Calais? Oui, je suis déjà allá à Calais. Oui, mais est-ce que vous avez déjà vu, monsieur, est-ce que vous avez entendu parler de ces routiers qui se font dévaliser la nuit pour qu'on passe? Ça vous intéresse pas? Non, mais est-ce que vous avez entendu de ces commerçants de Calais? Est-ce que vous avez vu les manifestations de riverains? Je parle aussi de ces hommes et de ces femmes. Mais qui est responsable aussi de rejeter? Qui est responsable d'ériger des murs? Mais c'est vous, c'est la peur. C'est la même peur. Est-ce que vous seriez du côté de ces gardes qui auraient refusé aux réfugiés espagnols de passer la frontière? Est-ce que vous auriez été de ces gardes qui auraient empêché les harkis de monter dans les bateaux?
Enfin, ça n'a pas été facile. Attendez, juste Jean-François Dubos, un chiffre. Vous allez répondre un chiffre. Non, je réponds. Je tout de suite, rapidement, s'il vous plaît. Ils ont tous à peu près le même discours, mais je pense. Non, pas l'amnistie, parce qu'amnistie, il a des chiffres, c'est intéressant. À peu près. Mais c'est pas grave, ça me singularise un peu. Mais si vous voulez, je pense que, monsieur, je pense d'abord ce que disent les riverains, les commerçants, les routiers de Calais, vous en moquez complètement, ça n'a aucune importance. L'effondrement économique de la ville, ça n'a aucune importance. Deuxièmement, j'ai pas rêvé. Il y a bien eu des attentats en France le 13 novembre dernier, non? Ah, on y vient. 130 morts. Il y avait des migrants parmi les kamikazes. C'est la même. Et Daesh l'avait annoncé. Parmi le flux de migrants, sûr. nous allons infiltrer des kamikazes. Je l'ai inventé ça ou pas, monsieur? Mais, vous connaissez l'enquête? Réel, mais minoritaire, Florian Philippot. Mais ça existe, mais parce que nous avions fait des débats avant le 13 novembre, et nous disions, attention, Daesh l'a annoncé dans ses publications, ils vont infiltrer des kamikazes. Ne sont pas des terroristes. Non, mais il y en a, monsieur. Mais bien sûr. Et je n'ai jamais dit qu'ils l'étaient tous, mais il y en a. Par ailleurs, sur le fond de l'affaire, qui a détruit? Pourquoi il y a ce flux de migrants? Faut quand même venir, ça vient pas comme ça d'un coup du ciel. Il y a eu une destruction de la Libye par Nicolas Sarkozy, approuvé par le Parti Socialiste en 2011. Le PS a suivi Sarkozy et BHL. Il y a eu une destruction du Moyen-Orient. On voulait même détruire l'État syrien il y a quelques années. Donc faut pas s'étonner après cela si on a laissé les clés des pays de ces pays-là aux djihadistes. Attendez, on fait pas le débat sur la géopolitique. Et aux mafias. Parce que les personnes dont vous parlez, elles sont dans les mains des Florian mafias. Philippot, vous m'autorisez à donner la parole. Non, Jean-François Dubos. Moi, je voudrais qu'on les aide là-bas. Voilà. Je voudrais qu'on reconstruise les États. Jean-François Dubos. La question du retour est importante. Juste sur un chiffre important, vous allez me le confirmer. Ces réfugiés, ça ne représente que 0,3%. En fait, c'est pas une invasion massive, juste pour nous donner un ou deux chiffres pour ceux qui nous regardent. C'est important. 0,3%, et je répète que la moitié de ces 21 millions sont dans des pays qui ne sont pas développés, qui ne sont pas en Europe. Encore une fois, 28 États membres de l'Union européenne ont accueilli 1 million de réfugiés l'an dernier, je dis bien réfugiés vu les nationalités, et alors que le Liban, 4 millions, en a accueilli quasiment autant, si ce n'est plus, de réfugiés. Donc on voit la disproportion. C'est un exemple en termes de disproportion. On voit l'exemple en termes de charge. Excusez-moi. On voit justement. C'est pas extraordinaire. Je souhaite pas cet avenir-là à la France. D'une manière très cynique, après tout, ces réfugiés, ces migrants, on en a besoin sur le plan économique. Ils viennent pourvoir des emplois qu'aujourd'hui, bien ceux qui sont dans le pays d'origine ne veulent pas faire. Et c'est bon pour notre économie. Eh oui. Ça consiste à dire que les Français sont des feignants. Mais non, j'ai pas du tout dit ça. Il y a une réalité d'emploi non pourvue aujourd'hui. Oui. Il y a aussi 6 millions de chômeurs, surtout. Mais si vous voulez, je pense que c'est sans fin, vous l'avez dit vous-même, toujours plus. D'abord, votre logique, elle est sans fin. Donc on va en permanence répartir une jungle qui va se remplir à chaque fois, c'est le tonneau des Danaïdes, puis on va la répartir, puis elle va se remplir, puis on va la repartir, etc. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à saturation totale. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir, et on va accepter, parce que dans ce lot-là, il y a des islamistes, je sais que vous vivez dans j'ai pas dit qu'ils étaient tous islamistes, parce que je vous devance, mais il y a des islamistes, il y a des gens qui considèrent que la femme est un objet, il y a des gens qui considèrent que la femme doit être cachée dans les des humanistes aussi. Il y a des gens, oui, moi, vous savez, avant le 13 novembre, j'ai eu un débat avec monsieur Huster sur une autre chaîne. Il m'avait dit, vous savez, parmi ces migrants qui arrivent... Comédien, monsieur Huster. Oui, tout à fait. Mais il a ses conditions, il a le droit, mais il m'a dit il y aura peut-être le futur Montaigne. Et je lui dis, il y aura peut-être aussi le futur Koulibaly. Quelques semaines après, nous avions malheureusement les attentats du Bataclan et de Seine-Saint-Denis. C'est de l'anathème, c'est des formules. Non, mais prévoir les choses et éviter, simplifier, éviter de faire prendre des risques de mort à nos compatriotes. Je pense que c'est ça la noblesse de la politique. Ce n'est pas une politique. La noblesse de la politique, c'est d'éviter de faire prendre des risques à nos compatriotes. Faire peur aux gens, ce n'est pas une politique. C'est pas leur faire peur. J'ai pas besoin de leur faire peur, monsieur. Ce n'est pas une politique. Les attentats qui ont eu lieu, je les ai pas inventés. Hitler est arrivé par les élections, faut pas non plus l'oublier. Alors, je vais répondre à ce concert. On vous dit que vous agitez le chiffon rouge. UMPS. Ça faisait longtemps. Longtemps qu'on l'ait pas. C'est plus dur à faire avec l'UDI. Nous ne surfons pas sur les peurs, nous sommes réalistes. Il y a des attentats en France. Il y a un risque islamiste. Il y a un communautarisme en France. Il y a des déficits économiques et sociaux en France. Il y a des quartiers qui deviennent des zones de non-droit en France. Il y a tout cela, ça existe. Et là, vous avez pas l'impression il y a même des riverains, monsieur, qui sont pas très heureux d'avoir un centre d'accueil de demandeurs d'asile au fond de leur jardin. J'en connais personnellement à Fort-Bac. Et qui ont le droit, qui sont des citoyens français comme les autres, qui ont le droit de pas être contents, qui ont le droit de vouloir un autre cadre de vie. Maintenant, je veux dire cette logique, elle est sans fin. Économique. Oui, c'est bon pour le PIB des passeurs. Vous parliez d'Allemagne tout à l'heure. Et c'est bon pour le PIB des grands patrons qui font, je l'ai dit, en Allemagne, des boulots à 80 centimes d'euros de l'heure pour les réfugiés. Ça s'appelle de l'exploitation. Mais c'est bien parce que l'immigration, on le sait, depuis que ça a été organisé massivement en Europe depuis les années 70, on avait à l'époque monsieur Bouygues père qui nous avait expliqué à la télévision que c'était formidable, ça lui permettrait d'avoir une main d'œuvre docile, bon marché, etc. Ça c'est le projet cynique de l'immigration. Ce qui explique que c'est toujours soutenu à la fois par les associations, mais en même temps par le MEDEF. Le
le MEDEF et le grand patronat européen sont toujours à fond derrière l'immigration massive. Ils en ont besoin. Ce n'est pas pour une baisser. immigration massive, monsieur. Non, rien. En France, il n'y a pas d'immigration massive. Nous avons rêvé. Là, vous êtes trompé d'émission. Non, mais il n'y a pas d'immigration massive. Ils sont sur les routes parce que leur pays est en guerre, monsieur. Alors, deuxièmement, et ça, nous sommes à côté d'un pays, l'Allemagne, qui a accueilli 1 million de migrants l'an dernier, et nous n'avons pas de frontières à cause de votre Europe, à cause de votre Schengen, avec ce pays, de retrouver nos frontières nationales. Au niveau économique. De retrouver nos frontières nationales. Jean-François Dubost, je voudrais juste finir ça, le raisonnement. Donc, retrouver, bien sûr, des frontières nationales et rapidement, donc sortir de Schengen. Dans chaque rue aussi. Ça veut dire que ce que vous proposez quand on est maire, ce que vous nous proposez, vous avez honte des frontières nationales, c'est les frontières de votre pays, la France. Je suis monsieur Philippot, je prends un arrêté municipal et je dis au boucher ou au charcutier, monsieur le boulanger, vous ne vendez votre baguette qu'aux habitants de la rue, et aux charcutiers, votre saucisson qu'aux habitants de la rue. Voilà, on est obligé de tomber dans le débat caricatural un peu bête. Mais non, mais je suis à votre niveau. Non, je finis mon raisonnement. Allez-y, parce que Jean-François Dubost attend et regardez poliment. Vous dites, il y a la guerre. Déjà, ils sont pas tous réfugiés de guerre. Bon, sinon, il n'y aurait pas 75% d'hommes parmi les adultes. Il n'y aurait pas 75% de déboutés, je suis désolé. Il n'y aurait pas 75% d'hommes parmi les adultes si c'était la guerre. Vous auriez, à parité, hommes et femmes, des familles. Deuxièmement, si, bien sûr. Deuxièmement, il y a c'est évident. Ça fait aussi partie d'une immigration économique et sociale classique. Bon, j'ai même vu Sarkozy qui voulait étendre le droit d'asile aux personnes qui habitent dans des pays en guerre ou des régions en guerre. C'est déjà le cas. Ça concerne 280 millions de personnes dans le monde. Non, s'il y a des critères, c'est plus strict que ça. Ceci dit. Terminé parce que Jean-François Dubost va s'exprimer. Il faut donc résoudre le problème à la base. Reconstruire là-bas une paix. Et moi, je suis pour qu'on travaille avec l'ONU. Oui, mais ça se fait pas en 2 jours. Je suis pour qu'on travaille avec le HCR. Et nous étions le seul parti politique à nous opposer à la guerre en Libye en 2011, qui a mis au pouvoir les djihadistes, la charia, et qui a laissé les clés aux passeurs d'immigration massive. Il aurait fallu nous écouter, mais maintenant, tant pis, c'est fait. Mais maintenant, il faut reconstruire cet État. Les Français interviennent, si j'ai bien lu la presse. Mais il faudrait reconstruire un État solide. Sinon, on n'y arrivera jamais. Jean-François Dubost. Si on ne reconstruit pas un Moyen-Orient solide, une Syrie, qu'on respecte dans son intégrité, si on ne combat pas réellement l'État islamique, je veux dire, au bout d'un moment, ça sera sans fin, et dans 10 ans, on sera encore là, et on nous expliquera qu'il y a quelques millions de réfugiés supplémentaires à répartir. Mais c'est pas une solution, ça. Mais je comprends pas. C'est contradictoire ce que vous dites, parce que vous venez d'expliquer avant, et on l'entendait par cette mère socialiste avant dans le reportage, que ce sont des richesses. C'est une richesse humaine extraordinaire. C'est ce que disait la maire UMP de Calais il y a 2 ans encore. Elle a changé d'avis depuis. Mais alors donc, vous devriez être heureux d'avoir un maximum de richesses à partager. Je vois pas pourquoi à ce moment-là vous lamentez du fait qu'il y en ait beaucoup en Île-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Parce que c'est difficile. Parce que ce sont des richesses. Donc plus il y en a, plus vous devriez être heureux. C'est difficile de les accompagner. C'est pas un fardeau. Selon vous, ce sont des richesses. Donc, et demandez-en un maximum. Monsieur Philippot, on parle pas de marchandises. C'est vous qui venez dire 100 par département, etc. Marchandiser les hommes et les femmes. Quand on dit 100 par département, c'est ce qu'on fait. Mais il faut pouvoir accueillir, parce que si on ne donne pas à ces hommes et à ces femmes la possibilité de pouvoir rêver, de pouvoir vivre, de pouvoir faire vivre leur famille, de pouvoir les laisser en vie. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la seule possibilité qui leur sera donnée, ou que d'autres vont récupérer, c'est de leur donner des armes. Et c'est ça aussi le terrorisme. Je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit. Je n'accepte pas ce lien entre pauvreté et terrorisme. Je vous le dis tout de suite. Il est indigne. Il y a des départements extrêmement pauvres en France. C'est vous qui me dites ça. Non, c'est vous qui venez de dire ça. Mais... S'ils deviennent trop pauvres, ils prendront des armes, puis on aura le terrorisme. Non. J'ai jamais dit ça. Réécoutez, vous avez une rhétorique qui est toujours la même. Vous faites croire que les gens ont dit des choses. C'est pas vrai. Je crois pas qu'il ait dit ça. Ah non. Si, il y avait quelque chose qui était pas clair là-dedans. Non, vous avez mal compris, mais je ne me suis peut-être pas exprimé, mais vous avez surtout mal compris. Vous êtes mal exprimé, si vous êtes mal exprimé. Un dernier mot. Deuxièmement, je veux dire, j'ai pas vu, moi, tous ces débats-là, quand il s'agissait de parler des 150 000 SDF qui, sont dans les rues depuis des dizaines d'années. Là, on n'a pas de réquisition de logement. Là, on n'a jamais parlé, il n'y a jamais eu de débat. Rien. En 81 ans. L'asile par l'hébergement d'urgence, vous voyez. Dernier mot, parce qu'il y reste 10 secondes. On n'a pas entendu le gouvernement se mobiliser, Madame Cosse, etc., comme elle le fait aujourd'hui. On voit bien que l'UDI, l'UMP, Sarkozy, on parlait de Sangatte, le PS, c'est la même politique. Je pense qu'au bout d'un moment, si on veut arrêter avec ce qui est une folie en termes politiques, c'est une folie. Et je vous le dis, nous irons vers des drames de plus en plus importants. Mais bien sûr. Non, mais il n'y a qu'un seul choix. Il n'y a qu'un seul choix, je crois qu'il paraît évident politiquement à tous les Français. Le choix de Merci à vous 4.